Bonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo sur un sujet, j'ai envie de dire d'entreprise. Et j'ai lu une citation dans un livre dernièrement. Alors malheureusement je vois que j'ai oublié d'écrire l'origine de cette citation, mais en fait je vous la livre telle qu'elle et puis elle m'a pas mal fait réfléchir. La citation c'est «Le droit à l'erreur fait place au devoir de responsabilité». Et je trouve que, malheureusement peut-être, cette phrase est très très juste aujourd'hui, en tout cas, elle rejoint les observations que j'ai tendance à faire dans le monde du travail, et même dans nos sociétés aujourd'hui. C'est un vrai sujet, parce que c'est un sujet qui est lié aussi à l'apprentissage, on va en parler dans un instant, et je pense que c'est très très bien dit, je n'aurais pu le dire mieux moi-même. Donc la première partie, c'est le le droit à l'erreur, autant pour moi, donc le droit à l'erreur. Alors ce droit à l'erreur était quelque chose, et est quelque chose d'excessivement important. Pourquoi ? Parce que l'erreur, c'est l'une des deux issues possibles d'un apprentissage. Alors il faut évidemment faire la distinction entre ce qu'est une erreur et ce qu'est une faute. Alors on va le faire dans un instant. Mais quand je fais quelque chose, je vais dire pour la première fois, j'ai deux possibilités. Soit je réussis, soit je ne réussis pas, donc j'échoue, parce que je commets une erreur. Mais ce qui est formidable, c'est que dans les deux cas, j'ai quelque chose à apprendre. Donc ça me permet de grandir et d'avancer. La faute, c'est quoi ? La faute, c'est quand je fais quelque chose qui mène à un résultat qu'on pourrait qualifier d'erreur, mais en sachant dès le départ que ça va me donner ce résultat. Donc en quelque sorte, il y a une mauvaise intention, puisque je sais dès le départ que ce que je vais entreprendre ne va pas apporter le résultat attendu et va apporter au contraire un résultat désastreux, ou en tout cas un résultat qu'on pourrait me reprocher. D'accord ? Donc ce n'est plus une erreur, c'est une faute, parce qu'il y a une mauvaise intention. D'accord ? Et c'est ça la différence entre une erreur et une faute. Après ça, en tant qu'entrepreneur, chacun a ses règles. La règle que j'ai pour moi dans mon contexte professionnel est la suivante. La première fois, c'est une erreur. Et donc, même si ça coûte très cher, c'est le droit à l'apprentissage, c'est ce qui permet à la personne de passer au niveau supérieur, d'apprendre et puis de se spécialiser, de devenir meilleur. Ensuite, la deuxième fois, je vais dire que c'est la confirmation de l'apprentissage, d'accord ? Donc, c'est la deuxième fois que ça t'arrive. Maintenant, tu devrais commencer à comprendre que chaque fois que tu fais ça, tu obtiens bien ce résultat-là. La troisième fois, c'est une faute. Parce que là, ça fait déjà deux fois, enfin c'est la troisième fois que ça t'arrive, tu l'as déjà fait deux fois, tu savais exactement ce que tu allais obtenir, et tu l'as fait malgré tout. Donc là, il y a une mauvaise intention. Tu ne peux plus dire que tu ne le savais pas. Et ça, c'est répréhensible. Et ça, je pourrais sanctionner. Et ça, c'est la grande différence. Dans nos environnements de travail, j'ai l'impression que déjà, la première expérience existe de moins en moins. L'erreur n'est plus admise parce qu'on oppose à cela le devoir de responsabilité. Tu es responsable de tes actes, tu es responsable de ce que tu fais, et donc si l'on juge que tu es à l'origine de ce qui s'est passé, eh bien, c'est toi qui es condamnable, et puis c'est à toi de payer pour les conséquences de ce que tu as fait. Alors, est-ce que cette idée tient la route ? Surtout en milieu professionnel, restons en milieu professionnel et donc au sein d'une organisation de travail. Alors, peut-être que oui, peut-être que non, ça dépend comment on regarde les choses. Je veux dire, si on se limite à la vision du collaborateur et qu'on considère que le collaborateur est totalement responsable de ses actes, que ce qu'il fait, et s'il fait quelque chose de dommageable pour l'entreprise, c'est lui qui doit être sanctionné, à ce moment-là, oui, l'organisation a tendance à à ce moment-là, à mettre l'accent sur le devoir de responsabilité. Maintenant, on pourrait regarder plus loin et se rappeler que dans les responsabilités d'un manager, il y a, en tout cas c'est ce que j'enseigne, il y a le fait de se préoccuper au quotidien de la montée en compétence de ses collaborateurs. Et donc la montée en compétence de mon collaborateur est bien de ma responsabilité. Si mon collaborateur commet une erreur, n'y a-t-il pas, de ma part, une erreur ou une faute en termes d'accompagnement à la montée en compétence ? Ai-je vraiment rempli mon travail ? Et le fait que cette erreur existe, est-elle vraiment du fait strict et absolu de mon collaborateur, ou ai-je une part de responsabilité là-dedans ? Le fait de lui faire porter tout le poids de cette responsabilité, est-ce que c'est fair play ?
est-ce que finalement, est-ce que je ne suis pas occupé à me débarrasser à très bon compte, finalement, de mes propres responsabilités? Or, c'est une chose aussi que j'observe beaucoup en milieu professionnel également, c'est que beaucoup de managers ont une tendance à vouloir se débarrasser de leurs responsabilités. Ils veulent garder le titre, ils veulent garder la rémunération, ils veulent en garder les droits, mais les devoirs et les responsabilités, beaucoup aimeraient bien pouvoir les évacuer, en tout cas celles qui font peser sur eux un risque par rapport à leur carrière, par rapport au fait qu'ils puissent être réprimandés, ou par rapport au fait qu'ils puissent être pointés eux-mêmes comme ayant commis une faute. Donc, finalement, ce simple changement de paradigme, cette simple façon de dire les choses a complètement changé, finalement, la position du collaborateur. Maintenant, un environnement de travail où il n'est plus permis de commettre d'erreurs est un environnement de travail qui ne va plus pouvoir évoluer, puisque plus personne n'est dans un setup, on va dire, qui lui permettrait d'apprendre. Si l'erreur est interdite dans l'environnement de travail, ça veut dire que plus personne ne peut prendre le risque de commettre une erreur, et donc plus personne n'expérimente quoi que ce soit, et donc plus personne n'ose aller sur des chemins non balisés ou sur des choses qu'il ne maîtrise pas ou pas encore, et donc plus personne ne va monter en compétence. Et là, on peut se poser de vraies questions, parce que une entreprise qui ne fait plus évoluer ses compétences, à quel avenir est-elle contrainte, je veux dire, ou quel sera son avenir? S'il y a plus... parce qu'une entreprise vend des compétences, en fait, elle vend le fruit de compétences. Si ces compétences n'évoluent plus, ça veut dire qu'elles stagnent. Si elles stagnent, ça veut dire qu'elles sont occupées à perdre du terrain par rapport au monde qui, lui, continue à évoluer, et peut-être à une concurrence qui continue à développer ses propres compétences, donc ce n'est pas bon pour l'entreprise non plus. Alors après ça, qu'on ait de justes équilibres entre les deux, oui, on peut le concevoir. Donc on peut laisser un espace évidemment pour l'apprentissage et donc le droit à l'erreur. On parle bien de l'erreur, on ne parle pas de la faute. Maintenant, à un moment donné, il est probable que dans nos entreprises aussi, beaucoup ont exagéré et le manque d'attention qu'ils avaient à leur travail, le fait de faire le travail, je veux dire, de manière un peu légère, sans véritable conscience professionnelle, etc., a amené à beaucoup d'erreurs, voire de fautes, face à des gens qui n'avaient pas tendance à vouloir se corriger parce que finalement commettre des fautes n'avait aucune conséquence. Et là, je peux comprendre qu'à un moment donné, nos entreprises en réaction sont venues avec le devoir de responsabilité. Donc, quelque part, c'est peut-être une juste réponse à, à une situation qui a commencé à se développer de manière assez légitime. C'est vrai qu'on n'attend pas de nos collaborateurs, on attend de nos collaborateurs, puisqu'on a quand même un contrat de travail ensemble, à ce qu'ils fassent leur travail en conscience, correctement, etc. Évidemment, derrière, il y a un dialogue qui doit être présent dans l'entreprise. Le collaborateur doit être en capacité de pouvoir exprimer ses besoins. Alors, je dis toujours dans les formations que tout collaborateur, et donc probablement vous-même aussi, si vous êtes manager, vous avez probablement une hiérarchie, vous dépendez vous-même d'une hiérarchie. Donc, par rapport à cette hiérarchie, vous avez 4 droits fondamentaux qui sont absolument logiques, sans quoi vous ne pourriez pas faire votre travail. Alors, quels sont ces droits? Vous avez le droit de recevoir des instructions claires, sinon vous ne savez pas faire votre travail. Vous avez le droit de recevoir la compétence, sinon vous ne savez pas faire votre travail. Vous avez le droit de disposer de la matière première et vous avez le droit de disposer de l'outil. Si vous manque une de ces 4 choses, vous ne savez pas faire votre travail, donc vous êtes en droit de demander de les avoir. Ça peut aller très loin, hein. Vous pourriez dire par exemple, écoutez monsieur mon chef, je suis absolument d'accord de faire le travail que vous m'avez demandé, simplement j'ai pas compris ce que vous m'avez demandé, pouvez-vous répéter? Il vous dira peut-être, mon pauvre Philippe, vous êtes vraiment con, sur quoi vous pourriez toujours répondre, oui, c'est possible, et en même temps, réexpliquez-moi, d'accord? Parce que ce sont vraiment vos droits. Alors, je ne dis pas que le fait que vous injurez est une bonne chose, hein, mais simplement, ça fait partie de certaines réalités. Dans certains endroits, certaines personnes ne sont pas nécessairement bienveillantes, mais ça, c'est toute la multiplicité, disons, des qualités humaines qu'on peut retrouver, et le monde du travail ne fait pas exception à ça. Je veux dire, ce sont des mini-univers dans lesquels on va retrouver un petit peu des personnalités de tous bords. C'est vrai que c'est regrettable d'avoir un chef qui se comporterait comme ça, malheureusement. Mais bon, tout le monde n'a pas toujours nécessairement travaillé sur ses qualités humaines, et même si certaines entreprises tentent de pallier à ça tout doucement,
elles ne le font pas par générosité, elles le font simplement parce que c'est plus efficace, parce que ça leur rapporte de meilleurs bénéfices, parce qu'un personnel qui est bien géré, qui est géré correctement, ils savent, les études l'ont démontré, qu'il sera plus productif tout simplement. Donc ils ne le font pas pour nos beaux yeux non plus, hein. Ils restent quand même très ancrés dans leur réflexion capitalistique. Et donc la maximisation du profit reste quand même très fort, en tout cas on peut le soupçonner, hein, très fort au cœur de la réflexion. Alors, si et là, on peut trouver des entreprises où c'est différent, évidemment, où certaines personnes sont peut-être, ou certains directeurs ou directions d'entreprise sont peut-être plus mus par un sentiment citoyen, par de bons comportements, de bonnes attitudes, etc. C'est possible, hein, on peut les rencontrer, hein, il ne faut pas faire de ce que je dis un absolu. En même temps, on peut aussi rencontrer un certain nombre d'environnements de travail où, malheureusement, ces écarts peuvent exister. Donc, c'est mon rôle en tant que manager. Ah oui, c'est mon rôle en tant que manager donc de prendre soin de mes collaborateurs et de me préoccuper de leur montée en compétences. Donc, je porte a priori une part de responsabilité dans les erreurs qui pourraient se produire. D'un autre côté, je dois aussi laisser mes collaborateurs s'exprimer. Donc je peux demander quelque chose à un collaborateur, et ce collaborateur, compte tenu de l'environnement de travail dans lequel nous sommes, hein, l'environnement culturel de l'entreprise, a peut-être le sentiment qu'il n'a pas le droit de demander quoi que ce soit, de challenger quelque chose qui lui est demandé, de demander des clarifications. Et donc quelque part, on l'a dépossédé de ses 4 droits fondamentaux. Et lui n'a pas nécessairement conscience qu'il a ces 4 droits, et puis sa hiérarchie surtout n'a pas la conscience non plus que ces droits lui appartiennent et qu'il a le droit d'y faire appel, hein, de les utiliser, de les mobiliser. Et je peux être une hiérarchie qui va renvoyer dans son périmètre son collaborateur sans lui répondre en lui disant « Écoute, tu m'ennuies un petit peu, qu'est-ce que tu viens faire là? Comment oses-tu me parler ?» Enfin bon, je caricature, mais vous voyez le type de comportement qui pourrait exister. Ce type de comportements sont des comportements qui doivent pouvoir être dénoncés de façon à ce qu'ils soient réformés, afin que d'autres comportements, disons, plus bienveillants, puissent commencer à exister et être pratiqués. Alors à ce moment-là, on commence à soulever les difficultés, on permet de rétablir un dialogue ascendant qui est parfois nécessaire, et on se retrouve dans une situation où on peut véritablement soutenir et aider le collaborateur et lui permettre de pouvoir faire ses apprentissages dans les meilleures conditions possibles. Et c'est véritablement ça dont on a besoin. Donc si nous ne souhaitons pas que nos entreprises soient trop déplacées sur le devoir de responsabilité, même si on peut en garder une partie, bien sûr, hein, mais qu'on veut rendre de la place également au droit à l'erreur, eh bien, on voit tout doucement ce qu'on aurait besoin de changer au niveau de nos cultures d'entreprise et de notre culture de travail. Donc, en tant que manager, c'est à moi qu'il appartient, par rapport à mes collaborateurs, de laisser cet espace d'apprentissage à disposition, de supporter, et ça fait partie de mes responsabilités, les conséquences de ces erreurs, d'accord ? Ok, là, comme une erreur, ça va coûter quelque chose au département, dans son budget, j'aurai des choses à justifier, mais en même temps, ça fait partie du prix à payer pour que les collaborateurs montent en compétences, et quand ils montent en compétences, c'est tout bénéfice à terme pour le service, le département, l'entreprise. Et pour la personne elle-même aussi d'ailleurs, hein, puisqu'on doit tous passer par là si on souhaite évoluer. Et l'entreprise a besoin d'avoir des gens qui sont des gens brillants également, puisqu'elle vend du savoir, du savoir-faire. En général, c'est le cas. Et puis, il faut bien que les gens soient préparés à leur prise de fonction future. Donc, il est normal qu'ils passent par ces apprentissages. Donc, ça fait partie, disons, du contrat. Par contre, c'est vrai que les fautes, elles sont moins admissibles. Et on est en droit de sanctionner les fautes. Et là, alors, on pourrait retomber dans le devoir de responsabilité. Donc, après ça, c'est une question de discours, c'est une question de posture, c'est une question d'échange. Mais surtout, avant tout, c'est une question de clarté d'esprit. Il faut bien garder à l'esprit, me semble-t-il, qu'il y a bien un droit à l'erreur qui devrait exister si on souhaite pouvoir continuer à développer les compétences. Et puis à côté de ça, on peut, quand on tombe dans le travers de la faute, à ce moment-là, on peut alors mettre en avant le devoir de responsabilité. C'est vrai, surtout quand la personne a transgressé le champ de responsabilité qu'on lui avait confié, évidemment à condition qu'on les laissait dans des conditions où il pouvait respecter ce champ de responsabilité. Alors, le problème souvent, c'est qu'on place les gens dans une double contrainte. D'un côté, on leur dit tu dois respecter ton champ de responsabilité,
Et puis d'un autre, par le double phénomène du fait de lui fixer un certain nombre d'objectifs sur lesquels il risque d'être sanctionné s'il ne les rencontre pas, et d'un autre côté l'absence de soutien de sa hiérarchie par rapport au travail, là où sa hiérarchie aurait dû légitimement devoir agir pour l'aider à ce que son travail soit fait, eh bien, placé dans cette double contrainte, on pousse parfois nos collaborateurs à devoir transgresser leur champ de responsabilité pour prendre une partie de nos responsabilités, enfin pour exercer une partie de nos responsabilités afin de lever des difficultés et être en capacité de faire leur travail et puis de toucher éventuellement leur prime ou en tout cas de se retrouver en sécurité par rapport au travail qu'ils ont fait. Et donc c'est bien notre démission par rapport à nos responsabilités qui les ont poussés à ça. Alors certains trouvent ça très confortable évidemment parce que c'est une bonne façon pour eux de ne pas devoir prendre leurs responsabilités en les, quelque part en les laissant entre les mains de leurs collaborateurs, et comme ça s'il y a une erreur ou une faute, ils peuvent se dire regardez le vilain méchant pas beau, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas moi je suis quelqu'un de bien, regardez, jamais j'aurais fait ça de ma vie, etc. Et finalement, lui conserve son poste par, comment pourrait-on qualifier ça? Par lâcheté, parce que c'est une forme de lâcheté quelque part, et finalement c'est le plus petit en dessous qui paye pour avoir finalement été obligé de prendre les responsabilités de son patron pour pouvoir faire avancer les choses, et donc il s'est placé en position fautive. Si on est le manager du manager, je pense que nous devrions être très très fins par rapport à ce type d'analyse, de façon à sanctionner justement l'absence de management et l'absence de prise de responsabilité de la part de nos managers. Ça fait partie de la responsabilité de tout manager que d'être au milieu de ces hommes et de ces femmes et de les regarder, de les gérer, de les recadrer. Si j'ai confié à quelqu'un une responsabilité, mais également un champ de responsabilité, il m'appartient d'aller vérifier qu'il l'exerce correctement, dans le bon état d'esprit, de la bonne façon, avec les bons résultats. Et s'il ne le fait pas, c'est de ma responsabilité de le recadrer et de faire en sorte qu'il fonctionne correctement. Donc si je suis le manager du manager et que je me rends compte que le manager ne prend pas ses responsabilités, mais au contraire a une tendance à les déléguer de manière illégitime à ses subordonnés, et ce d'autant plus si ces subordonnés ne reçoivent pas ce qui devrait aller avec la responsabilité, c'est-à-dire les outils, les capacités à pouvoir exercer ces responsabilités, c'est à moi à recadrer les choses avec le responsable en question. Et puis si ça ne veut vraiment pas changer, à moi à devoir prendre mes responsabilités et peut-être de changer de responsable, de changer d'intermédiaire, mais quelque part mes subalternes, je vais dire 2 étages plus bas, donc pas mes directs mais les suivants, sont en attente aussi que je les protège quelque part. Tout comme la hiérarchie directe devrait les aider, les protéger, la hiérarchie de la hiérarchie est là aussi pour protéger les subalternes de leur hiérarchie directe. Ça fait partie du travail. Donc le fait que l'on reprenne beaucoup plus conscience et qu'on reprenne beaucoup plus en charge nos responsabilités en tant que manager devrait résoudre beaucoup de choses. Donc après ça, c'est juste histoire de trouver les justes équilibres entre le droit à l'erreur et puis le devoir de responsabilité. Alors j'espère que cette petite réflexion peut vous aider, disons, dans votre pratique du management et puis votre pratique professionnelle au quotidien. N'hésitez pas à commenter tout cela dans les commentaires ici en dessous. Évidemment, comme toujours, cela se fait avec bon ton, avec gentillesse, bienveillance, respect. On est là entre gens de bonne éducation et de bonne instruction à échanger autour de choses qui sont probablement importantes. Chacun a le droit d'avoir son avis, a le droit de l'exprimer tant qu'il est exprimé, je veux dire, correctement et puis de manière factuelle. Donc nous, je veux dire, on ne tolère pas, disons, dans le chat, l'injure et puis les mauvais comportements, tout simplement. Soyons à la hauteur de ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens bien et des gens dignes, tout simplement. J'aurai beaucoup de plaisir à vous revoir très prochainement dans une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien, beaucoup de succès à vous, et puis que tout aille bien. Et n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos suggestions ou les sujets que vous aimeriez me voir traiter. Ce sera avec plaisir que j'en mettrai certains en ligne, tout simplement. À très très bientôt.